Bonjour, cette semaine, je vous retrouve ici en direct du Mans, dans le cadre du Salon des Entrepreneurs. Alors on va s'intéresser au matériel de forte puissance, mais on va parler aussi d'innovation bien sûr. Top départ pour cette nouvelle émission Power Boost. Salut le Power Booster. Au sommaire, cette semaine, nous sommes allés au salon des ETA au Mans où nous avons pu discuter du T8 Genesis de New Holland et de son nouvel espace cabine. Puis nous irons sur le stand Classe où nous avons découvert une nouvelle préparation du Xerion pour le moins impressionnante. Ensuite, nous irons voir les nouveautés disponibles sur la nouvelle version de la Katana. Enfin, nous ferons un point robotique dans notre nouvelle rubrique, le mag de Lactech. Enjoy! Bon allez, on va faire une séance de découverte du nouvel environnement de New Holland appliqué dans ce cadre précis, le T8 380 ici. Alors c'est vrai, avec notamment un écran qui est beaucoup plus grand, Nicolas Morel. Beaucoup plus grand, beaucoup plus puissant en termes de fonctionnalité et de personnalisation. Donc pouvoir définir l'environnement qui convient à chaque travail et pouvoir cumuler à la fois de la vidéo, de l'isobus, du guidage, les réglages du tracteur de manière plus intuitive et plus directe. Avec la prise en main par le concessionnaire de façon à épauler, à régler, à aider. Le T8 est forcément connecté et cette connectivité va se passer dans les deux sens, donc pouvoir envoyer des informations du tracteur vers l'exploitation et également créer un lien direct entre le tracteur et le concessionnaire, à la fois pour de l'assistance mais également pour du conseil, de réglage, d'utilisation pour des utilisateurs un petit peu novices ou qui ne sauraient pas tirer le meilleur parti du tracteur. Le concessionnaire, à partir d'un tableau de bord virtuel qu'il aurait sous les yeux, va pouvoir guider l'utilisateur sur la manière de régler au mieux le tracteur et d'en tirer le meilleur de son efficacité. Et puis vous avez tiré les enseignements des remontées du terrain. C'est vrai que la coudoir aujourd'hui bouge dans tous les sens, à la fois dans ce sens-là, mais aussi verticalement. On s'adapte aux morphologies, donc ça faisait partie des demandes. On s'adapte aussi à des environnements. On veut toujours plus d'espace en cabine, donc ça veut dire supprimer des commandes qui étaient sur les consoles, les rapatrier sur la coudoir, avoir plus d'interactivité avec le téléphone mobile, avec l'autoradio, parce qu'on passe beaucoup de temps en cabine. Et donc l'infotainment, c'est quelque chose qui nous est demandé. Et donc de travailler sur le meilleur des mondes, garder le gène New Holland d'un tracteur facile à prendre en main, y compris pour des utilisateurs ponctuels. Et puis d'avoir beaucoup de fonctionnalités cachées ou accessibles aux besoins pour se sentir vraiment bien dans son tracteur et bien avec son travail. Alors suivez-moi, vous allez voir, c'est souvent dans le détail donc, que se cache le diable, mais aussi les finitions. C'est vrai qu'on voit que ces boutons, non seulement il y a la lumière, mais ils sont aussi plus sensibles. Ils sont plus sensibles et cette lumière, c'est aussi adapter l'usage du tracteur aux outils, de pouvoir définir à tout moment quel distributeur je vais vouloir piloter. Et pour limiter les risques, changer la couleur. Donc on sait que l'arrière numéro 1 sera toujours le rouge, l'arrière numéro 2 sera toujours le bleu. Et selon les travaux, pouvoir avoir sous les doigts les deux distributeurs les plus importants et toujours les reconnaître pour limiter les risques d'erreur, d'utiliser une fonction et de provoquer un mouvement sur un outil qui ne soit pas attendu. Donc en ayant le code couleur, on sait toujours ce que l'on va piloter avec le tracteur. Merci Nicolas. Avec plaisir Jean-Paul. On le sait, le marché de la méthanisation est en pleine explosion et celui aussi des agroéquipements liés à ce secteur d'activité. Simon Badouard, bonjour. Bonjour Jean-Paul. Alors c'est vrai que vous exposez là un Xerion qui montre d'ailleurs la polyvalence de ce porteur. Exactement, donc le Xerion c'est le tracteur forte puissance chez Classe, qui est aussi le couteau suisse de la gamme. Là on l'a dans sa mouture Saddle Track, qui est un vrai tracteur porteur et polyvalent et notamment dans cette solution à dépendage liquide intégral. Donc Xerion 4000, 430 chevaux avec une cube de 16 mètres cubes qui nous vient de chez Kaweco, notre fournisseur hollandais, pour avoir une solution pour les spécialistes de l'épandage et notamment sur le marché de la méthanisation qui est en plein essor en France à l'heure actuelle. Alors c'est vrai que là on voit des grandes visibilités, c'est ce qu'on recherche un peu en cabine avant.
Oui, totalement. Donc on a le bras de pompage qui se trouve vers l'avant, qui est commandable facilement ici. Le but, c'est que l'automoteur d'épandage reste dans la parcelle et qu'on vienne ravitailler directement au champ et pour pouvoir maximiser justement l'épandage et avoir un débit de chantier record. Et donc un tracteur automoteur au champ et des cuves qui viennent ravitailler sur la route. C'est-à-dire qu'on va le voir cet ensemble dans votre catalogue ? Exactement, en plus du Xerion standard, du Xerion Track WC cabine tournante, du Xerion à chenille maintenant, on aura en plus le Xerion Saddle Track avec la cuve intégrée, donc une solution complète pour l'épandage des fluides liquides. Et vous sentez qu'il y a un vrai marché aujourd'hui ? Il y a un vrai marché aujourd'hui qui est en plein développement, donc charge à nous maintenant de suivre cette direction et de proposer des solutions performantes pour nos clients. Et pour finir, le prix ? Le prix, on est dans une fourchette entre 350 et 400 000 euros. Merci beaucoup Simon. Pas de problème, merci Jean-Paul. Alors moi ce que j'ai remarqué c'est une nouvelle version, la Katana. Bonjour Olivier Leroy. Bonjour Jean-Paul. Alors si on retient juste les points nouveaux, ce seraient lesquels ? Alors les points nouveaux sur cette machine, là en termes de motorisation, donc là cette motorisation passe les dernières normes de pollution naturellement et la puissance a été un peu augmentée. Là aujourd'hui on est sur 650 chevaux, là où la dernière version était à 625 chevaux. Après la grosse nouveauté réellement de cette machine, elle est encore plus à l'intérieur. Un nouvel éclateur ? Alors là, toute la partie, effectivement, tout le flux de récolte a été reconsidéré et notamment là où c'est le plus probant, c'est sur la partie éclateur. Jusqu'à présent, nous avions un éclateur, donc le V-Cracker en V, et en fait, on va lui apporter une alternative via un système d'éclateur peut-être un peu plus traditionnel à rouleau. Par contre, ce qui a un intérêt, c'est toujours naturellement d'avoir un taux de fragmentation des plus élevés du marché et aussi d'avoir un débit de chantier encore plus élevé. Et puis Olivier, il y a aussi un nouveau système qui permet de mieux répartir la transmission à la puissance au sol. Alors exactement, et comme on a pu le vivre cette année dans des conditions au début qui étaient très sèches et qui sont finies par des conditions très très humides pour la récolte de maïs, on va avoir un système qui va permettre, un peu comme sur le mil à la limite, de passer la puissance là où elle est nécessaire. Sur cette Katana, ça s'appelle le Balanced Grip, et en fait ce système va permettre de répartir la puissance entre le pont avant, le pont arrière, et aussi sur le pont avant, gauche, droite, de manière différenciée. C'est-à-dire que des capteurs vont permettre de savoir là où la puissance est nécessaire, et ça va surtout permettre de l'appliquer, encore une fois, là où c'est nécessaire, pour se sortir des situations les plus chaotiques. Merci beaucoup Olivier. Merci Jean-Paul. Alors on le voit et on l'a vu à l'Agritechnica, les robots sont en plein développement et c'est un véritable enjeu pour le futur de l'agriculture. Mais pour autant, aujourd'hui, est-ce réellement une réalité ? Est-ce qu'il y a un marché ou est-ce que c'est encore du domaine du mythe, du concept ? C'est justement la question qu'on va se poser dans le cadre de notre nouvelle rubrique, le Mac de l'AgTech, en partenariat avec 3C5 FarmNet. Nouveau ? Non. Les robots en agriculture, c'est de l'histoire ancienne. Le Sémagref, devenu depuis Irstea, testait déjà Magali, un robot cueilleur de pommes dans les années 90. Et on peut voir, depuis plus de 15 ans, un tracteur robot dans le musée John Deere à Moline, aux États-Unis. C'est pour dire. Mais les choses s'accélèrent à présent du fait de l'avancée des technologies disponibles et surtout d'un manque croissant de main-d'œuvre en maraîchage. Alors, un robot, d'accord, mais pourquoi faire ? Pour tracter ? Dans ce cas, il faut plutôt parler de tracteur autonome, à l'instar du concept casillage qui ressemble à un tracteur auquel on aurait enlevé la cabine, voire un tracteur encore plus dépouillé, à l'image du nouveau concept de John Deere qui bénéficierait quand même de près de 500 chevaux sous le capot. Côté énergie, le must est bien sûr le robot électrique qui vient se recharger automatiquement quand ses batteries sont à plat. C'est le cas du Xaver de Fendt. Certains sont hybrides, comme ce prototype dévoilé lors du dernier salon Agritechnica. Ce robot a une motorisation à diesel et électrique. Nous avons des moteurs électriques dans les roues, ce qui nous donne la possibilité de recharger de petites batteries en descente. Et nous avons également un générateur diesel qui nous permet d'atteindre une autonomie de 24 à 48 heures.
ou celui proposé par le constructeur français Citia. Hybride, et il peut travailler 24 heures, c'est-à-dire qu'il est diesel et électrique comme sont toutes les voitures automobiles modernes. D'ailleurs, parmi les concepteurs de robots, il y a deux grandes écoles. Il y a ceux qui ont opté pour les équipements spécifiques, comme le Vitibot, ou ceux qui pensent au contraire que tous les outils déjà présents dans la ferme doivent pouvoir s'adapter. Compte tenu de la pression visant à limiter l'emploi des herbicides et en sachant qu'il faut plus de 80 heures pour désherber à la main 1 hectare de betteraves, il semble plus que probable que les robots de désherbage seront certainement les premiers à s'imposer sur le marché. Certains déposeront quelques gouttes de produit sur l'Adventis à peine levé, tandis que d'autres l'électrocuteront. Certains laboratoires anglais travaillent même la destruction des mauvaises herbes par faisceau laser, façon Star Wars. Mais pour l'instant, l'électrocution semble s'imposer. Ceci est un robot agricole. Il se déplace de manière autonome. Celui derrière moi est un prototype équipé d'un outil de désherbage électrique. Il utilise une forte tension pour se débarrasser des adventices. Certains robots seront certainement des sortes de pulvérisateurs automoteurs sur chenilles capables d'intervenir toujours de façon optimale. Enfin, on note l'arrivée de l'intelligence artificielle sur les robots, à la fois pour discerner les mauvaises herbes de la culture, mais aussi pour accumuler de la donnée en continu sur la végétation en croissance. Alors, à la différence de tous les systèmes qui existent qui cherchent à identifier les mauvaises herbes, à Nayo, on veut être très précis sur la détection de la culture. Dans l'idée de pouvoir faire du désherbage mécanique tout autour du plant de salade, pour avoir un désherbage optimal, mais aussi utiliser ces technologies de détection par apprentissage en profondeur pour pouvoir créer des cartographies de rendement qui seront vraiment très précieuses pour le producteur maraîcher pour pouvoir établir ses récoltes au mieux. Et côté prix, cela devrait débuter dans les 50 000 € pour les micro-robots pour atteindre 150 000 €, voire 200 000 € pour un robot équipé d'une panoplie d'outils adaptés. Du côté de l'autonomie, ces robots peuvent travailler entre 5 et 10 heures. Et le marché existe-t-il réellement ? Oui, et même en France avec par exemple des grandes maisons de champagne qui sont acheteuses. Bien sûr, en Champagne on a 3 types de clients. On a effectivement les grandes maisons qui sont intéressées par l'aspect plutôt sécuritaire par rapport à leurs salariés, les éloigner des produits, des machines dangereuses. On a les prestataires qui ont vraiment envie d'utiliser les machines H24 pour la rentabilité. Et on a les petits indépendants qui sont plutôt préoccupés par l'aspect environnemental et se démarquer par rapport aux grandes maisons. Selon une prévision des constructeurs, il faut savoir qu'en 2035, quasiment un agroéquipement vendu sur 2 devrait être un robot. Espérons que les entreprises françaises seront toujours leaders dans ce domaine. Voilà, j'espère que cette émission pour Boost vous a plu. Un tout petit conseil pour finir. On a créé une nouvelle émission qui s'appelle le Mac du Biocontrôle. Si vous voulez la voir chaque mercredi soir, c'est très simple. Il suffit d'aller s'inscrire sur notre chaîne YouTube Power Boost. Je vous souhaite une excellente semaine.